On n'a pas dérogé, c'est depuis la réforme de 62. Donc on est resté ferme 9 ans, on a négocié avec les partenaires. Mais on a dit 9 ans, en mettant l'accent sur effectivement la formation des enseignants, donc en ouvrant beaucoup d'instituts de formation de maîtres, en créant les conditions d'apprentissage idoines, notamment création d'internats. On a ramené les bourses au niveau du FM pour que les enseignants qui sortent soient des enseignants bien formés. Bon, tout ceci a été fait, mais dans le projection que nous avions faite, nous avons dit, il avait été dit, le gouvernement s'était engagé, le Mali s'était engagé dans la loi d'orientation de prendre à partir de DF en fonction des moyens de l'État et en visant la qualité. Donc tous ceux qui passent au DF ne sont pas systématiquement orientés. On a tenu le coup pendant 4-5 ans, jusqu'en 2008 je crois, et après on a lâché. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement? Puisque le nombre de défis étant nombreux et important, en face il n'y a pas d'offre publique. L'État n'avait pas les moyens de prendre en charge tous ces élèves qui viennent passer au DF. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous avons fait appel. On le faisait auparavant, mais avec beaucoup cette fois-ci, au privé. Et le privé a ouvert largement ses bras. C'est comme ça que petit à petit, le privé a pris le pas sur le public. Maintenant, qu'à cela ne tienne, ce qui s'est passé tout dernièrement, un constat a été fait, c'est que parallèlement à ce mouvement, les écoles publiques, même qui existent, ne faisaient pas le plein. Et on servait le privé. Donc c'est là où on a mis le haut là. Il faut faire le plein d'abord du public, tous les établissements publics d'abord, et ensuite servir le privé. J'insiste parce que c'est important. Les gens, voyant les mouvements, ce qui s'est passé, beaucoup ont créé des écoles privées à côté, dans leur village, à côté de chez eux. Et automatiquement, les parents, les gens se sont dit, si mon enfant passe au DEF, il va dans l'école privée. Mais ce n'est pas cadeau. Et les écoles publiques, les établissements publics tournaient presque à vide. Je prends l'exemple du lycée Askia, il y avait plus de 28 salles de classe qui tournaient à vide. Le lycée de filles, le lycée de Dioïla, vous le savez, le lycée de Djéné, un peu partout. Donc, on a dit de faire le plein de ces écoles publiques d'abord, mais ça ne peut pas se passer sans grincement des dents. Les gens n'étaient pas préparés. Celui qui a construit son établissement, je me souviens, j'ai un ami qui a construit, c'est moi-même qui ai signé son arrêté d'ouverture. Je lui ai dit, mais attention, tu vas créer ton école, ton établissement dans telle zone. Est-ce que tu as pensé au bassin de recrutement? Qui va fréquenter cette école? Est-ce que tu comptes sur le public? Or, il y a une école publique pas loin. Moi, je vais procéder à faire le plein d'abord. Donc, il a pris des prêts. Et à l'arrivée, il n'a pas eu un seul élève. C'est ça aussi le problème. Je pense qu'il faut qu'il y a beaucoup de rumeurs, les gens ont dit beaucoup de choses sur ça. Il n'y a aucun agenda caché derrière. C'est tout simplement que le public, parce que même en faisant cette procédant ainsi, on a pu orienter que 45 pratiquement, plutôt. Même pas 40%. 45% seulement des nouveaux défiés dans le public. Tout le reste est parti au privé. Et avec ça, nous avons fait un petit calcul. Nous économisons à peu près 3 à 4 milliards. Monsieur le ministre? Oui. Je vous rappelle que vous avez un peu plus de 20 minutes et vous avez un deuxième tour. Ok, je vais y aller. Bon, je pense, Monsieur le Président, mon secteur est relativement assez large. Je crains que les gens disent que je ne fais qu'effleurer le dossier. Ok. Donc, le processus va continuer cette année. Nous allons faire en sorte que vraiment, on ait un privé très fort, puissant, vraiment un vrai privé. Et les écoles publiques ne vont pas être laissées pour compte. Et nous avons aussi entrepris un programme. Nous allons faire en sorte de renforcer les écoles privées
créer des structures publiques plutôt, des écoles publiques, structures publiques, et pour envoyer le maximum, renverser la tendance, envoyer 65% des nouveaux défis dans le public et le reste dans le privé. L'imposition des écoles, bon, je crois que ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges entre nous, l'AEPAM qui est notre partenaire. Nous travaillons ensemble. Nous avons j'ai personnellement saisi à plusieurs reprises mon homologue pour qu'on trouve une solution à ce problème-là. Mais malheureusement, ça a débouché sur un arrêt de travail, mais qui n'a pas duré. Et tout est rentré dans l'ordre. Le ministre des Finances a accepté qu'on crée un cadre de concertation où on va examiner non seulement les problèmes des impositions, mais aussi tout ce qui est lié au taux des bourses. Donc c'est une aubaine et nous avons écrit aussi aux partenaires pour qu'on désigne les représentants de l'AEPAM à cette commission-là qui va travailler. La gestion du personnel enseignant des collectivités territoriales, c'est vraiment un véritable problème. Nous sommes dans un contexte de décentralisation où tout est à apprendre. Les gens n'ont pas appris. D'abord, les gens, dès qu'on parle de collectivités territoriales, nos partenaires syndicats, les enseignants disent on veut, dans leur préavis de grève, une des revendications, c'est qu'on les mette dans la fonction publique de l'État. Alors que c'est la même chose. Aujourd'hui, 80-90-95% des enseignants que nous avons, ce sont tous qui relèvent des collectivités territoriales. Donc, le fondamental il relève du maire, le secondaire général il relève du conseil de cercle et le technique professionnel relève du conseil régional. Et le budget de l'éducation, à 85%, est aujourd'hui transféré au niveau de ces collectivités, qui gèrent à peu près 62%. Même les budgets des examens, on va y venir, et c'est géré par les collectivités, par le maire, par le président du cercle, ainsi de suite. Donc, maintenant, comment faire? Parce que nous avons la gestion technique de ce personnel, mais la gestion même administrative, c'est le ministère en charge de la décentralisation. Et nous travaillons étroitement, mais il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de retards. Et prenez le cas des congés de formation. Et c'est un peu, ça se fait dans un désordre total, hein, total, parce que on a comptabilisé à peu près 1700 à 1800 enseignants aujourd'hui du fondamental en congé de formation. Être en congé de formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2, 3, 3 ans, l'État prend en charge le salaire de l'enseignant. Et une fois qu'ils prennent, très souvent, ils demandent automatiquement à continuer. Et quand ils viennent à Bamako, ils vont dans des universités privées. Alors je crois que c'est une gestion qui est vraiment chaotique. Ça, c'est clair. Hein? Avec mon homologue de la décentralisation, il faut prendre les trous par les cornes pour qu'on arrête. Et c'est ce qui amène beaucoup aussi de retards dans le traitement de leurs dossiers. Et ça entraîne aussi les retards, les arriérés de tel ou tel, parce que tout ça, notre pays a opté pour la décentralisation, et on doit y aller. Et je ne cesse de dire à mes collaborateurs que c'est un choix, on est obligé d'y aller. Les services techniques de l'éducation, on est normalement à pied conseil. Et ce n'est pas tout le monde qui accepte même ce rôle-là. On dit, bon, ça c'est leur affaire. Ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que pour qu'il y ait administration scolaire, pour qu'il y ait directeur d'établissement, il faut qu'il y ait des élèves. Et ces élèves-là, ils sont confiés aux collectivités, donc ils sont obligés de travailler avec eux. Donc il y a beaucoup à faire par rapport à ça. Vous êtes à 25 minutes maintenant. OK. Bon, les examens. Les examens sont, en tout cas, on est en pleine préparation. Il y a certains... le DF, c'est du 6 au 8 juin. Et le bac, c'est du 16 au 18 juin. Les choix des centres, tout ça, c'est pratiquement fait. Mais nous avons, comme l'année dernière, nous avons procédé
il y a eu les centres ont été proposés par les directeurs d'académie et les directeurs de CAP, mais à Bamako et à Kati, j'ai envoyé des missions pour reprendre systématiquement toutes les listes des centres, pour voir si ces centres sont vraiment adaptés, s'il n'y a pas, on ne peut pas profiter de ça pour faire des fraudes. Donc, la dernière liste est celle qui va sortir, qui est sortie suite à cette mission sur le terrain. Aussi, il y a le problème de personnel de surveillance. Vous savez, si on parle de fraude, si les enseignants le veulent, il n'y aura pas de fraude. C'est clair. Quelles que soient les stratégies mises en place, si dans la salle de classe, dans la salle d'examen, les surveillants, les chefs de centre ne sont pas complices, il ne peut pas y avoir de fraude. Il ne peut pas y avoir de fraude. Et là, je crois que c'est un travail commun. On accuse les parents, c'est parce que tout est perméable, mais nous allons faire le maximum pour fermer toutes ces issues-là. Mais c'est humain, c'est un travail humain. Nous pensons qu'on va y arriver. Voilà. Bon. Voilà, Monsieur le Président, je pense que j'ai épuisé pratiquement tout mon temps. Vous aurez l'amabilité de me donner un peu de temps après, s'il y a des questions d'éclaircissement. Je peux négocier avec mon homologue de l'enseignement supérieur. Merci bien. 27 minutes, 30 secondes. Il ne reste pas grand-chose. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, honorables députés, je vous remercie toutes et tous des diverses interventions que vous avez eu à faire et auxquelles j'accorde la plus grande attention. Je voudrais, ainsi que le Président l'a dit, m'en tenir au sujet qui m'a été transmis en tant que membre du gouvernement sur l'état de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux du foncier. Non pas parce que je n'attache pas de l'importance aux autres propos qui m'ont été adressés. Elles l'ont été souvent à titre personnel, se référant à des actes, des propos que j'ai tenus dans un cadre tout autre que celui du gouvernement. Or, seul le cadre du gouvernement me vaut d'être ici, donc je répondrai au titre du gouvernement des questions adressées au gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables députés, je voudrais d'emblée faire remarquer, comme vous, que l'importance de la réforme a été l'importance des États généraux sur le foncier, a été soulignée par le temps mis à préparer ces États généraux qui s'étalent sur plusieurs mois. C'est dire combien la question intéressait l'ensemble de la communauté nationale. Et le contexte qui a été créé après les États généraux, rappelez-vous bien, c'est d'avoir au Mali, après 3 présidents de la République, plusieurs chefs de gouvernement,
une période d'instabilité et donc de rupture institutionnelle, y compris d'une rupture au niveau des capacités de mise en place et de traitement de ces recommandations. Donc, de 2009 à ce jour, vous compterez bien avec moi, 7 années, et en 7 années, 3 présidents de la République et combien de premiers ministres et combien de gouvernements, la chose doit être notée. La mise en œuvre des recommandations doit être adossée à la définition d'un certain nombre de moyens, à la fois financiers, à la fois intellectuels, à la fois administratifs, pour que cette mise en œuvre soit effective et efficiente. Quand j'ai regardé tout à l'heure avant de venir ici, le point des questions se rapportant au foncier, on m'a demandé s'il y a un cadre de suivi. Je dirais oui, il y a un cadre de suivi. On a pris un décret en date du 25 mars 2016, créant le cadre institutionnel de pilotage de la réforme domaniale et foncière au Mali. Nous avons mis en place une structure de la réforme après l'adoption de ce décret en 2016. Nous devrions procéder à la relecture du Code domanial et foncier. Une grande partie de cette relecture a été faite initialement par mon ministère et doit être soumise aux autres départements qui concourent autant que le ministère des Domaines à la mise en œuvre des recommandations des États généraux sur le foncier. Le ministère de l'administration territoriale, avec l'intervention massive et remarquable de ses agents dans le foncier. Le ministère de l'Agriculture, avec une grande part sur le foncier agricole. Le ministère de l'Environnement, avec une grande part sur la protection de l'environnement, les forêts classées, et j'en passe. Le ministère de la décentralisation qui gère les maires. Donc, il y a un concours d'action interministérielle qui doit permettre de mettre en œuvre les différentes recommandations. Mais ici, je vois que le cadastre a emporté une grande partie de vos questionnements. Et je m'en vais y répondre. Nous avons travaillé à la création d'un système d'information foncière. Pour ceux qui nous suivent un peu, ils verront que nous avons dématérialisé, c'est-à-dire donc mettre en la forme numérique 15 000 titres fonciers déjà. Nous avons transporté et nous sommes en train de scanner l'ensemble des titres fonciers de Bamako et de Kati. Cela se fait à la Bibliothèque nationale où nous avons installé des services en train de travailler à cela pour une meilleure sécurisation des documents fonciers. Nous avons, pour ce qui est du cadastre, essayé de défendre la mise en place, au moins, d'un début de travail concourant à cela. Vous l'avez dit, les moyens dégagés pour la mise en place d'un cadastre sont de l'ordre de 30 milliards et poussière.
Et on avait dit que la part qui revenait à l'État était de l'ordre de 10 milliards et poussière. Et l'un des députés ici a dit que la suspension devrait concourir à mobiliser les recettes foncières devraient concourir à mobiliser les fonds et que c'était une belle initiative que l'on m'a accusé de n'avoir pas poursuivi, soit dit entre autres que quand je devenais ministre des Domaines, le gouvernement avait déjà suspendu. Donc on ne peut pas dire que c'est le fait que je sois arrivé ministre des Domaines qui a fait qu'on a suspendu. J'ai trouvé la suspension en place. Mais cela dit, depuis que la République du Mali est créée, on a toujours parlé du cadastre. Il y a même un service du cadastre. Donc depuis le 22 septembre 1960, ce service du cadastre n'a jamais pu mettre en place un cadastre. Il faut interroger donc pourquoi on a évoqué cela depuis autant de temps et que nous n'avons pu le mettre en place. En s'interrogeant, on voit tout de suite que nous devrions avoir une lecture des priorités dans la confection du budget. Un cadastre ne se crée pas parce qu'on le veut, il ne se crée pas parce qu'on le dit, il ne se crée pas parce qu'on l'édicte. Il se crée parce qu'on en a les moyens. Et vous l'avez fait remarquer, je crois que dans l'histoire du travail fait pour créer le cadastre, c'est la première fois que notre budget affecte en 2016 1 milliard à ce volet. Je m'excuse, mais c'est vrai. Donc nous sommes en train d'y penser. Nous le demandons et je pense que le gouvernement a tellement de priorités aujourd'hui sur la sécurité, sur tant d'autres choses, que nous pouvons comprendre qu'il ne peut être sur tous les fronts en même temps. Mais c'est la première fois quand même que nous nous sommes battus, que vous avez voté cette loi, elle est désormais votre loi, votée par vous, pour nous affecter 1 milliard sur 33 milliards dont le cadastre a besoin pour être créé. Nous nous sommes souciés de l'efficacité et de l'efficience de la démarche par rapport à l'exigence de l'existence du cadastre. Et c'est pourquoi nous avons en ce moment, au niveau des services de M. le Premier ministre, 2 projets de décret créant l'un une direction générale des domaines et l'autre une direction générale du cadastre. Pourquoi? Parce qu'à l'instar des domaines que notre administration n'a pas permis de développer, jusqu'en l'an 2000 où on a créé ce ministère, les cadastres aussi n'étaient qu'une division de la direction générale des domaines. Donc, il faut sortir les cadastres de l'ombre, leur donner une existence propre, leur donner une volonté de définir et de s'inscrire dans leur propre stratégie pour qu'on parvienne au cadastre que tout le monde souhaite. Mais le cadastre, ce n'est pas seulement aussi la photocopie ou le scan des titres fonciers, c'est aussi des données géoréférencées qui vont vous dire que votre titre foncier correspond exactement à tel espace donné. Et pour cela, il faut de l'argent. Il faut faire des photographies aériennes dans des dimensions telles que l'exige la mise en place du cadastre au 1 millième près. Et nous ne sommes pas prêts de le faire parce que ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc nous avons un défi, mesdames et messieurs, honorables députés, dans ce pays-là, qui ne date pas de maintenant. Et rien ne sert de dire que c'est la faute de qui que ce soit jusqu'à ce jour.
Ce défi doit être relevé. Je pense que les efforts vers lesquels nous sommes en train de tendre, on a adopté une feuille de route, on a adopté un document cadre de réforme, on a mis en place les instances et créé un secrétariat permanent. Et nous avons recruté un cabinet pour définir la politique foncière. Et je crois que c'était les deux volets les plus capitaux des réflexions lorsqu'on prend les documents des États généraux du foncier. Écrire une politique foncière, c'est la première fois aussi qu'on va le faire. C'est incroyable, parce que nous disons que notre pays est à 80% rural, et voilà que nous n'avons aucune politique foncière, c'est maintenant que nous sommes en train de l'écrire. Et on y a pensé, au moins formellement, depuis les États généraux en 2009. Et c'est en 2016 que nous mettons en place les organes qui sont en train de le rédiger. Un cabinet a été recruté, plus l'inspection des domaines, et nous sommes en train de préparer ce document que nous allons soumettre aussi à l'ensemble des autres ministères. Je pense qu'il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de définir les différentes étapes de la mise en œuvre, ce qui est loin d'être fait. Et il faut rationaliser notre démarche sans se précipiter, nous donner les moyens d'aller vers la mise en œuvre, mais avec des outils efficaces, efficients et rationnels. Nous ne pouvons pas le faire autrement. La précipitation ne nous fera gagner en rien. On peut faire un bilan pour le bilan, mais c'est la démarche, à mon avis, qui compte et la méthode. Et nous sommes en train d'inscrire cette méthode au niveau de notre ministère. Donc, quand on nous dit que nous avons échoué, peut-être héritons-nous des échecs passés, nous essayons de sortir de l'échec et nous le ferons avec nos petits moyens, à petits pas, mais nous sommes en train de le faire. Et je terminerai, je pense, parce que vous m'avez interrogé sur le droit coutumier, sa valeur, je crois que ça ne fait pas partie, mais si, ça peut faire partie. Parce que j'ai lu quelque part, dans les recommandations, qu'il fallait sauver aussi les droits des plus faibles. C'est écrit, les droits des plus faibles. C'est dans les recommandations. L'article 43, comme moi je vous l'ai dit, est une loi qui a été votée ici par des députés. Et l'article 43, en son alinéa 2, vous dit « Nul ne peut être contraint de céder son droit coutumier individuel ou collectif, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, après juste et préalable indemnisation. » Je ne fais pas de cours, excusez-moi, on m'a posé la question. Mais si tel est le cas, c'est exactement le terme de l'article 13 de la Constitution du Mali. Le droit de propriété est inviolable, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, après juste et préalable indemnisation. Donc l'article 43 sur les droits coutumiers réfère directement à l'article 43, à l'article 13 de la Constitution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regardez la Constitution, regardez l'article 43 et dites-moi s'il y a un mot qui change dans les deux derniers alinéas. Il n'y en a pas. Qu'on ne me dise donc pas que c'est des droits qui se fondent au gré des interprétations qu'on veut en donner. Je m'excuse de dire les choses comme ça. Donc là, je vais dire que ces droits, vous m'avez dit qu'il y a des textes les textes réglementaires qui doivent les conforter, mais un texte réglementaire conforte une loi, mais ça n'abroge pas une loi. La loi demeure la loi. C'est clair? Quel que soit le décret du Conseil des ministres, il ne peut venir à bout de l'article 43 de notre Code. Je m'arrête là sur ce point. Vous m'avez dit la suspension, les dérogations. C'est vrai, la suspension a pris fin depuis septembre. Le gouvernement a instruit la poursuite de la suspension et un arrêté interministériel a été signé. Et cet arrêté, certains ont posé la question, et ça avait été posé ici, c'était de savoir si la suspension elle-même était légale. Il y en a qui ont dit, est-ce que c'était un arrêté interministériel? Le gouvernement a préféré saisir la Cour suprême pour que la Cour suprême lui dise exactement ce qu'il en est. Donc, je suis rivé
à la décision de la Cour suprême en la matière. Cela dit, des dérogations ont été adressées. Je crois qu'on m'a même donné les chiffres ici sur les dérogations qui ont été traitées. Au moment où la mesure intervenait, nous avions dans le cercle de Kati 10 000 demandes de titres fonciers en cours dans le cercle de Kati. Et la commission a été saisie, pas sur les 10 000 demandes. La commission a été saisie sur 166 dossiers et 154 dossiers ont été étudiés. 22 dérogations ont été accordées, 22 demandes d'informations supplémentaires ont été adressées, 37 ont été refusées et 73 n'ont pas encore connu de réponse. Mais je voudrais dire que la dérogation a cet inconvénient de ramener tous les guichets fonciers du Mali à la seule direction nationale et au ministère des Domaines. Tout est fermé et tout le monde envoie sa demande là. Le problème est que c'est une commission interministérielle qui connaît de cela. Les réunions se passent chez nous, mais nous ne sommes pas majoritaires et cette commission interministérielle ne peut se réunir au mieux que 2 fois par semaine et parfois même elle est dans l'impossibilité de le faire parce que les conseillers techniques des ministères sont en même temps conviés à toutes les formes de réunions interministérielles sur l'activité gouvernementale. Donc, Monsieur le Président, je pense pouvoir m'arrêter à ces informations que j'ai données à la fois sur la suspension, à la fois sur l'élaboration de la politique qui est vraiment en cours et toutes les preuves de cela. Si on m'avait dit de les amener, j'aurais transporté toute la documentation. Mais je me fais fort de pouvoir les transmettre à tout moment à votre demande au Parlement pour votre édification sur l'effectivité de ces mesures. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Alors, ça fait 18 minutes 27 secondes. Alors, je pense que... Alors, pour le deuxième passage... Pour le deuxième passage, les non-inscrits. Les non-inscrits, est-ce qu'il est là, Rabat? Donc, le début du deuxième passage des députés, étant entendu que les députés sont passés une première fois pour leurs questions. Et vous avez 3 minutes 24 secondes. Leur réponse. C'est donc... Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de questions d'actualité. Nous allons, ce qui interpelle beaucoup plus sur l'événementiel. Et donc, compte tenu du temps imparti, nous serons obligés de nous cantonner sur les questions foncières. Ce n'est pas sans intérêt pour les autres questions. Pour dire simplement ceci. De Nyonon à l'Office du Niger à Sanamadougou, de Sao en passant par Baraouli, Fana Marakongo, Bamako et environ, de Oresenou, en se projetant sur Yelimane et en passant par Toubamakan, Bafoulabé, de Sénénkou à Djoro, à Komine, à Fakola, dans le cercle de Kolangeba, et sur la route du gisement de Koulikoro, une forêt classée depuis 1939 est en train d'être complètement délapidée par des commerçants et des officiers supérieurs.
dans toutes ces zones-là, ce sont des arrestations, des séquestrations, des humiliations et autres. Le piétinement du droit coutumier par des magistrats. Monsieur le Président, pour parler d'actualité, la question financière est assez explosive. La question foncière. La question foncière est assez explosive. Et nous pensons que le titre foncier, tel qu'il se présente en République du Mali aujourd'hui, n'est rien d'autre que la légalisation de la spéculation. C'est la légalisation de la spéculation foncière. Et c'est ce qui crée l'insécurité permanente pour les paysans, permanente pour les usagers locaux et légitimes. C'est pour cette raison que, Monsieur le ministre, nous vous soutenons. Nous vous soutenons dans l'action que, hélas, des gens sont en train d'assimiler à des campagnes politiques politiciennes. Non. Le problème qui est posé aujourd'hui, qui est posé à la majorité aujourd'hui, c'est la crédibilité du peuple vis-à-vis du pouvoir en place. Et cette crédibilité est en train d'être mise en cause tous les jours par les spéculations foncières. Et tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Toutes les institutions ont leurs spéculateurs. Allons-nous continuer vraiment à donner dans la politique politicienne face à un ministre qui pose des actes, qui essaie de bouger? Je pense que, franchement, le droit seul ne peut résoudre la question. Monsieur le ministre, le droit seul ne peut résoudre la question. La résolution de la question passe par l'engagement politique. Et cet engagement politique interpelle la majorité. Et je peux dire, ça interpelle le président de la République au point où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'une chose est claire, ce ne sont pas les sorties du ministre qui créent l'insécurité, qui poussent les citoyens dans la rue, non. C'est les conséquences de droit, les expropriations des gens de leurs terres qui créent le danger de la déstabilisation. C'est ça la situation aujourd'hui, Monsieur le Président. Parce que ce que je vais aussi ajouter, malheureusement, je n'ai pas tenu compte du temps, je vous remercie, ça c'est suffisant pour moi. Pour le reste, j'aurais bien aimé interpeller le ministre du domaine, mais si je l'interpelle, ce serait un monologue. Je vous remercie. Merci. Alors, donc au retour, c'est Adema Asma. Omar Mariko, l'une des rares personnalités, en tout cas au niveau des députés, a caressé le ministre des Domaines de l'État dans le sens du poil, en reconnaissant que voilà, il est en train de... Monsieur le Président, ouais, vous avez 3 minutes, 3 je vais secondes. certainement prendre la parole là où Honorable Mariko a laissé. Juste pour vous dire que le problème foncier, il est aussi ancien que le monde. Mais au Mali, le problème a pris des proportions très inquiétantes. En campagne, on l'appelle le conflit agro-silvo-pastoral. Ce conflit agro-silvo-pastoral, comme l'honorable Sankaré a eu à le dire, a fait beaucoup de mal dans ce pays. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et si on ne prend garde, en campagne, ça continuera. Nous souhaiterons, comme cela est déjà amorcé au niveau du pays d'Ogon, que ces conflits fonciers, dit agro-silvo-pastoral, puissent être réglés dans le cadre des us et coutumes, car chacun sait à qui appartient la terre. Donc, ce problème de règlement qui est déjà amorcé au pays d'Ogon, il est possible de l'étendre un peu partout. Comment il les règle? Si vous voulez, par endroit, par les parjures. En Dogon, on l'appelle ça manger la terre ou le bourrou. Ou bien par les jurer sur le Coran ou sur la Bible. Au pays de Dogon, on ne peut pas se permettre de le faire. Si la terre ne t'appartient pas, tu meurs. Donc, nous pensons que cela
doit être accompagné et nos autorités locales, au niveau de Koro, Banyagra, Bankas, sont en train d'accompagner les gens dans ce domaine. Qu'il en soit remercié ici. Monsieur le Président, en ville, j'ai 3 minutes. Et ce n'est pas vous qui gérez le temps, monsieur. Quel temps? Je vous en prie. Les différents conflits en ville, on appelle ça la spéculation foncière. Monsieur le Président, la terre de nos ancêtres, qui appartient à tout le monde, ne peut pas être dans la main de quelques individus, sous forme de titres fonciers. Cela n'est pas normal. Que force quand même reste à la loi. Force quand même reste à la loi. Mais 1, 2, 3 personnes ne peuvent pas s'approprier à un seul des milliers d'hectares. Quand j'ai un titre foncier, cela n'est pas normal. C'est ça l'insécurité. Nous devons l'éviter. Nous devons éviter cela. À ce niveau-là, monsieur le ministre, vous êtes fortement interpellé. Vous êtes fortement interpellé et vous devez trouver la solution à cela. Chassez que vous serez combattus, calomniés, mais aussi seul le peuple malien qui observe jugera est le meilleur juge. Concernant l'éducation nationale... Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai 3 minutes pourtant. 3 minutes 3. 3 minutes et quelques. Oui, c'est passé. Ok. Quelqu'un a laissé son... Bon. C'est le groupe VRD qui a la parole. Deuxième tour, VRD. Deuxième tour, VRD. Oui, mais vous ne connaissez pas qui c'est? C'est qui? VRD. Bakary Woyo Doumbia. Ils ont envoyé 2 listes. Bakary Woyo Doumbia, il est là? Ah. Merci, Monsieur le Président. Mes questions seront adressées au ministre de l'Éducation nationale. Les examens, les expériences des examens sont connues un tout petit peu au Mali. C'est souvent synonyme de fuite. C'est vraiment la corruption. Je voulais demander au ministre. Je vous en prie. Quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau central, au niveau AE et CAP pour le bon déroulement cette année des examens? Deuxième question, vous-même vous avez dit, monsieur le ministre, que vous avez parlé de la décentralisation. Alors je pose la question. La gestion de l'école en mode décentralisé est axée sur les conseils de région, de cercles et de communes. Ces élus sont-ils associés à l'organisation des examens? Troisième question. Depuis 2012, 2 véhicules Toyota Prado destinés à la CAD par des partenaires japonais, JICA, sont immobilisés dans la cour de la CAD Infrastructure en face de Limassy. Il s'agit de la Toyota Prado couleur blanche, numéro 7350, AT 1011. Toyota Prado couleur cendre, 7353, AT 1011. Selon les sources, ces véhicules sont en passe d'être réformés. Monsieur le ministre, qu'en est-il réellement? Au titre de l'année scolaire 2015-2016, le CAP de Bougouni
a enregistré la suppression de 34 subventions en pleine année scolaire. Cela a entraîné soit la prise en charge totale de l'enseignant par la communauté, soit la fermeture pure et simple de certaines écoles. Peut-on situer la responsabilité d'une telle décision? Cinquième question, la commission éducation de l'UEMOA projette de tenir des examens communs avec des sujets uniques dans l'espace UEMOA. Si c'est demain, Monsieur le ministre, le département de l'éducation est-il prêt? Le CIPESCO, un syndicat d'enseignants du secondaire, est en grève depuis un certain temps. Je crois que la grève est en cours à Bamako. Est-ce que la grève porte sur la rétention des notes? Maintenant, la question que je me pose, est-ce que cette rétention des notes ne va pas impacter négativement les résultats des examens? Le temps est fini. Qu'est-ce que votre département a fait pour désamorcer la crise? Je suis désolé. Alors, c'est au tour de l'honorable Amadou Maïga. Amadou Maïga, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Chers collègues. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, un effectif pléthorique d'enseignants dans certaines écoles publiques. Par contre, d'autres n'ont même pas le minimum pour fonctionner. Au niveau du cercle de Douanza, nous avons 2 enseignants pour 6 classes dans plusieurs écoles. Je donne l'exemple de l'école de Issé dans la commune de Mondoro et l'école de Kanyumé dans la commune de Diaptoji. Sur l'ensemble des écoles, qui font 195 écoles, nous avons 4 écoles seulement clôturées. Monsieur le ministre, quelles sont vos prévisions pour résoudre ces insuffisances? Monsieur le ministre, sur les 195 écoles que comporte le cercle de Douanza, 26 sont couvertes en cantine par la Banque mondiale et 44 par le PAM. Il était prévu la prise en charge de 53 écoles en cantine intégrée. Qu'en est-il de l'ouverture de ces cantines? Car vous savez bien, Monsieur le ministre, que c'est l'un des moyens les plus importants pour retenir les élèves à l'école. Est-ce que vous avez l'information, Monsieur le ministre, concernant les véhicules de suivi du CAP et de l'Académie de Douanza, qui ne sont pas fonctionnels depuis octobre 2015? Si oui, quelles sont les dispositions en cours pour les doter de véhicules de suivi? Pour votre information, Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'ouverture de l'ensemble des écoles du cercle de Douanza. Je vous informe que l'école de Ouro Al-Laïten à Mondoro et de Tinhabou à Gandamia sont toujours fermées. Maintenant, pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler de la réforme institutionnelle de l'enseignement supérieur en cours au niveau de votre département? C'est fini, honorable Maïga. Merci, j'ai fini. Merci, Monsieur le Président. C'est le tour de l'honorable Cheikh Oumar Konaté. Cheikh Oumar Konaté, vous avez pour 1 minute. Bonjour. Ma première question, Monsieur le ministre du domaine de l'État. Vous avez été personnellement saisi au sujet de nombreuses litiges fonciers à Caille. Vous avez promis de vous y rendre. Les litiges perdurent et s'amplifient. À quand votre visite promise à Caille? À quand votre visite promise, Monsieur le ministre, à Caille? Et ma deuxième question, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La double vacation à l'école au niveau du premier cycle, c'est-à-dire certains vont le soir et d'autres, certains vont le matin et d'autres le soir. Pourtant, il est dit que l'avenir d'un pays repose sur la bonne
éducation de ces enfants. Comment vous allez combattre ce fléau? Merci. Très bien. Voilà, donc 55 minutes, donc c'est 1 minute, quoi. Il y a 5 secondes qu'on va ajouter. Alors, l'honorable Seydou Diawara, maintenant vous avez alors 2 minutes 35. Merci, Président. Je prends 2 minutes. Les 30 secondes plus les 35 vont être données à Bakary Fomba. Ma question concerne, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le curriculum de l'enseignement fondamental en cours au Mali depuis 2003 est dans les phases 1 ou 2 selon les écoles expérimentales et les régions. À titre illustratif, sur les 853 écoles publiques et ECOM de premier cycle de l'Académie de Bougouni, 300 appliquent partiellement le curriculum, soit 35%. À ce niveau, les facteurs handicapants identifiés sont les suivants. C'est la résistance des parents d'élèves, l'insuffisance des personnels formés, les difficultés de décaissement des fonds, l'instabilité des maîtres formés au curriculum, les conditions de vie précaires des enseignants, insuffisance de formation des enseignants, le temps de formation a été réduit. Monsieur le ministre, au regard de toutes ces difficultés, le curriculum est en application sur l'ensemble du territoire. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu une évaluation du curriculum? Est-ce que le curriculum a-t-il une chance de réussite au Mali? Pour terminer, Monsieur le ministre, une question à Monsieur le ministre en charge des domaines. Par voie de presse, j'ai noté un cas de litige foncier dans le cercle de Koulikoro qui concerne des éleveurs et des agriculteurs sur un domaine qui avait été délimité initialement pour les éleveurs et sur lequel les agriculteurs ont bénéficié de parcelles. Il y a eu une décision de justice, mais l'agent de communication par voie publique a incité les éleveurs à payer des arbres. Je pense que cela est inadmissible. Il y a la liberté de presse. Mais quand il y a une situation conflictuelle qui est là, les autorités judiciaires ont intervenu. Quand les commentaires vont jusqu'à inciter les gens à s'armer, je ne sais pas quelle appréciation vous en faites, Monsieur le ministre. J'en ai terminé. Le reste du temps, M. Bakary Fomba. Donc il reste... Bon, alors, l'honorable Fomba, vous avez 49 secondes en tout. Non, pas de commentaire. En fait, Monsieur le Président, je voudrais dire que ma question sur l'IG n'a pas été répondue par le ministre de la Recherche scientifique, disons, de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, la grève là a démarré le 8 mars. Quelles sont les dispositions prises pour sauver l'année scolaire, pour rendre justice, pour que nos enfants puissent aller à l'école? Deuxièmement, je n'ai pas compris que le ministre ait déclaré que l'IFP est un service public. Si c'est le cas, qu'il nous explique pourquoi l'IFP paye 50 000 francs par auditeur à la faculté, au rectorat, comme frais de location des locaux, selon les sources que nous avions, et pourquoi les auditeurs de l'IFP payent 360 000 francs et non 5 000 francs comme les élèves qui prennent le cours du jour. Je suis désolé. Merci bien. Merci. Alors, maintenant c'est l'APM, hein, c'est ça? Honorable Belkoba, pour 3 minutes. Non, pour Belkoba. Ah, elle parle pas. Alors donc, l'APM a 5 minutes 51 secondes. Merci, Monsieur le Président.